Le but de cette présentation est de souligner la contribution de l'école lyonnaise dans la chirurgie du ligament croisé antérieur. Cette conférence historique, présentée lors des 21e Journées lyonnaises de chirurgie du genou en octobre 2024, vous est proposée dans le cadre de la formation STAP. Le point de vue d'un membre actif de la LISKS ne peut être totalement objectif du fait de notre fidélité et de la reconnaissance que nous avons pour nos maîtres et mentors. Cette histoire, longue de 70 ans, a été très largement influencée par les échanges avec nos collègues français et étrangers au cours de 7 décennies et leur participation aux travaux cliniques que nous allons rapporter. Si les pièces du puzzle ont été découvertes par chance ou par hasard, c'est bien le désir de les insérer dans un raisonnement cohérent qui a prévalu. L'analyse sans complaisance de l'insuffisance de nos résultats, voire de nos échecs, ont permis d'apporter des corrections indispensables dans nos indications et les techniques que nous proposons à nos patients. Cette histoire nous permettra d'évoquer 2 concepts auxquels nous sommes attachés, la sérendipité et la connaissance en rond. Le concept de sérendipité, cher à Frédéric Dubrana, renvoie à une notion que beaucoup affectionnent, celui de l'heureux hasard. La sérendipité est le fait de trouver ce que l'on cherchait sans chercher ce que l'on voulait trouver. Le hasard, la chance. Oui et non. N'est pas Newton qui veut. De même, la capacité à s'étonner, s'interroger et remettre en question les dogmes s'est transmise de génération en génération au sein de la LISKS. 2 exemples. Lors de la luxation antérieure du tibia au cours d'une PTG, nous avons constaté qu'une structure antéro-latérale bridait la translation tibiale antérieure du compartiment externe. Le docteur Jean-Philippe Vincent a fait une étude anatomique et histologique confirmant qu'il s'agissait bien d'un ligament. Pascal Boileau, lors de la préparation des Journées du genou de 1991, a étudié les résultats de l'intervention de l'opération combinée, reconstruction du LCA et OTV, proposée à Lyon par Henri Dejour. Lors de cette présentation Princeps de 1991, publiée en 1994 dans le Corps, il a clairement établi le lien entre pente tibiale et translation tibiale antérieure. Les superbes travaux de Michel Bonin sur la pente tibiale ont été récompensés à Stockholm lors de l'ESCA en 1992. En chirurgie du genou, nous devons à Henri Dejour la connaissance en rond. C'est la capacité d'aborder une situation, un cas clinique dans le schéma général de pensée, de raisonnement. Si une pièce du puzzle ne trouve pas sa place, il faut parfois savoir remettre en cause nos certitudes. La cohérence de la pensée, le cheminement proposé par Hamilton dans la représentation 2D ou 3D du décaédron illustre la compréhensive knee surgery. Albert Trillat, Henri Dejour et Pierre Chambat sont les 3 héros de cette épopée. 1969 a vu naître la LRM, devenue en 2013 la LISKS sous la présidence de Michel Bonin. Depuis 1971, date des premières journées lyonnaises de chirurgie du genou, à ce jour 21 congrès ont été organisés. Lors de tous les congrès, le ligament croisé antérieur a été évoqué. En 1977, 1984, 2002, 2008 et surtout en 2016, le LCA a été au centre de nos préoccupations. Les liens arthrose et laxité antérieure avaient été aussi précisés lors des Journées du genou de 1991 et 2014. Ce sont les Journées lyonnaises de chirurgie du genou qui ont rythmé nos activités scientifiques. Les présidences ESCA de Pierre Chambat et de David Dejour, les Traveling Fellowship ESCA AOSSM ont boosté nos échanges et connaissances dans le domaine de la chirurgie du ligament croisé antérieur. La venue à Lyon du premier congrès de la Société internationale du genou, ISK, en 1979, a souligné la contribution de l'école lyonnaise. Sur cette photo sont réunis à Lyon 3 géants de la chirurgie du genou, Don Horacio O'Donoghue,
Jack Houston et Albert Tria. La venue du congrès ISAKOS à Lyon en 2015 est aussi une reconnaissance du travail de la LISKS, un désir de retour aux sources souhaité par nos collègues du monde entier. C'est Albert Tria qui a réellement initié la chirurgie du genou à Lyon, même si en 1927, Tavernier, maître d'Albert Tria, avait co-dirigé le symposium Soft-Cot, les ménisques du genou. Dans les années 50, la chirurgie du genou sportif se résumait bien souvent à la ménisectomie intramurale et le LCA n'était pas au centre des préoccupations. Au début des années 60, convaincu de l'importance du LCA chez le sportif, Albert Tria popularise la réinsertion du ligament croisé antérieur et le traitement des triades antéro-internes, qualifiées de malheureuses par Don O'Donoghue. Le Dr Jones popularise en 1963 la reconstruction du LCA utilisant un transfert du tendon rotulien, technique précédemment parfaitement décrite par Landa en 1937 et illustrée dans ce livre appartenant à Albert Tria. La partie distale du tendon rotulien n'était pas détachée. Pour assurer une bonne fixation au fémur, fut introduite à Lyon la technique du bec de canard proposée par Ejnar Eriksson, qui comportait la création d'une logette au fond de l'échancrure. Mais le greffon restait parfois trop court. C'est à cette même période, en 1967, que Lemaire décrit le test du ressaut en rotation interne, pathognomonique de la rupture du LCA. Ce test permet de faire le diagnostic avant même qu'une lésion méniscale ne survienne ou qu'un tiroir antérieur n'apparaisse. Lemaire développe la plastie extra-articulaire antéro-externe permettant d'éviter ce ressaut, aussi appelé jerk ou pivot shift par les Nord-Américains. À la fin des années 60, début des années 70, Jean-Luc Lerat propose une classification des laxités antérieures chroniques du genou, reposant sur l'analyse des tiroirs directs en rotation interne et rotation externe. Le rôle des structures périphériques avec le papy et le papé devient un élément déterminant de la prise en charge. Pour contrôler le tiroir en rotation, Don O'Donoghue propose de retendre la capsule au tibia. Au pavillon I, le DON 2 est associé au KJE pour Kenneth-Jones-Erickson dans les laxités antérieures chroniques avec tiroir. Albert Tria recherche déjà un jeu anormal dans le genou, play pour les anglo-saxons, pour faire le diagnostic de rupture du ligament croisé antérieur. Universellement nommé manœuvre de Lachman suite à la publication de 1976, nous continuons de l'appeler à Lyon LT pour Lachman-Tria. Le jerk test a été importé à Lyon en 1972 par Pierre Chambat après un séjour auprès de Houston. À cette période, les techniques de plastie extra-articulaire isolée se multiplient. À cette époque, deux théories s'affrontent. Pour les uns, la stabilité du genou est principalement assurée par le bien nommé pivot central, composé du LCA et du LCP. D'autres font de l'instabilité rotatoire et des lésions périphériques l'enjeu principal, la stabilité du genou. Les chirurgiens américains proposent de nombreuses techniques. La multiplicité des techniques témoigne de leur efficacité relative. Le premier congrès de la Société internationale du genou se tient à Lyon en 1979. C'est surtout l'occasion pour l'école Tria de faire la synthèse des travaux présentés par les meilleurs chirurgiens du genou du moment. Henri Dejour a lu avec attention les abstracts. Il a noté que Franke, chirurgien allemand, proposait une greffe libre du tendon rotulien permettant de s'affranchir des problèmes de longueur. Esprit synthétique et pragmatique, il propose le KJL, l'association de la greffe libre du tendon rotulien et de la plastie antéro-externe extra-articulaire de Lemaire permet de contrôler la translation tibiale antérieure et de lutter contre l'instabilité rotatoire. Les cicatrices sont longues, mais cette technique est épatante. Jean-Philippe Fayard à Lyon étudie la ligamentisation de la greffe. C'est à cette époque que Clancy
valide la greffe libre lors de publications sur le singe Rhésus. C'est au cours de cette même période enthousiasmante qu'a ressurgi l'hydre à 7 têtes. C'est ainsi qu'Henri Dejour nommait le ligament synthétique. Suite aux résultats à moyen terme très décevants rapportés par Gilles Bousquet au cours des années 70, l'école lyonnaise avait été vaccinée contre les ligaments synthétiques. Mais les promesses d'une solution pérenne et surtout d'un retour rapide aux activités sportives ringardisaient aux yeux des patients l'autogreffe qui était suivie de longs délais de retour au sport. Ce fut l'exemple probant des bons choix que le professeur Henri Dejour avait fait, mettre en garde les chirurgiens contre cette chimère, ce mirage et rester fidèle aux autogreffes. De même, l'analyse des résultats des sutures du LCA associées à une plastie extra-articulaire dans les laxités fraîches a fait changer ses indications. Il fallait désormais dans son service reconstruire le ligament croisé antérieur avec une autogreffe, et ce, à distance de l'accident initial. C'est donc autour des Journées du genou de 1977 et de l'organisation du premier congrès ISK à Lyon qu'est né le concept de greffe du LCA plus sténodèse antéro-externe. Dejour a proposé le KJL. Bernard Moyen et surtout Jean-Luc Lerat ont proposé le Mackin-Jones. Gilles Bousquet prenait une direction différente, proposant d'associer une reconstruction activo-passive du LCA avec le semi-tendineux, opération Lindemann, et une réfection du point d'angle postéro-externe avec la technique du petit poplité. Dans les laxités postéro-externes marquées, plus rarement, il réalisait un grand poplité. De plus, il introduisit l'ostéotomie de normocorrection, considérant que le varus couplé à la rupture du LCA s'accompagnait d'une ouverture du compartiment externe. Il a défendu la suture méniscale interne. À Saint-Étienne aussi, Humbert proposait la plastie antéro-externe au tendon rotulien. L'histoire naturelle de la rupture du LCA et l'arthrose sur laxité chronique antérieure ont été parfaitement décrites à la fin des années 80. Sur le cliché de face en appui monopodal, les épines en crochet étaient souvent présentes, mais c'est sur le cliché de profil en appui monopodal à 30 degrés de flexion que les signes étaient pathognomoniques avec une translation tibiale antérieure et une cupule postéro-interne. La disparition du triangle clair postérieur a été décrite 2 ans plus tard. L'analyse du cliché de profil en appui monopodal qui met en évidence le déséquilibre sagittal a été à l'origine de nombreux travaux. Tout d'abord, Gérard Deschamps a décrit les mauvais résultats des prothèses unies en l'absence de LCA. 1 an plus tard, Goodfellow, qui utilisait la prothèse à plateau mobile Oxford, a rapporté une expérience comparable. Les résultats des ménisectomies intramurales isolées, pratiquées par Albert Tria dans les années 50 et 60, ont fait l'objet de plusieurs publications, montrant que les résultats à plus de 24 ans de recul moyen étaient surtout fonction de l'état du ligament croisé antérieur. Le concept de ménisque maladie versus ménisque accident introduit par Gilles Bousquet était aussi validé par ces études. Peu à peu, le caractère insécable du trio LCA, ménisque et cartilage s'affirmait. Dans le même numéro de la RCO, devenu depuis OTSR en 1988, Henri Dejour et Gilles Walsh rapportaient les résultats de 251 KJL opérés entre 1978 et 1983. Les facteurs favorisant la survenue de l'arthrose étaient la présence de signes dégénératifs radiologiques avant l'intervention, un long délai accident-intervention, l'état du ménisque interne et l'âge au moment de l'intervention. Ces facteurs n'étaient pas indépendants les uns des autres. Une patiente très particulière est venue remettre en question ce triptyque cartilage, ménisque interne et ligament. Elle présentait une absence congénitale bilatérale du ligament croisé antérieur et du ménisque interne. Le résultat à moyen terme de la greffe du LCA associée à une ostéotomie de déflexion a été publié pour la première fois en 1990. La translation tibiale antérieure avait été parfaitement contrôlée.
Lors de son enseignement quotidien, Henri Dejour montrait à ses élèves comment rechercher une laxité antérieure en pratiquant la manœuvre de Trier-Lachmann, mais aussi une technique originale pour objectiver le ressaut. La manœuvre d'Henri Dejour comporte une translation tibiale antérieure, une compression du compartiment externe lors du valgus, puis une flexion du genou. Il existe un rappel brutal du plateau tibial externe qui se réduit lors de la flexion en cas de rupture du LCA. C'est le ressaut. De plus, Henri Dejour insistait sur le signe de la vague. Le genou se subluxe et se réduit lors de cette même manœuvre alors effectuée sans valgus, avec un mouvement de va-et-vient à la manière des vagues. Ce signe de la vague est positif lorsqu'il existe des lésions postéro-internes, comme pour la manœuvre du tiroir. En 1993, prenant en compte ces différents travaux, Henri Dejour proposait, durant le premier congrès EFFORT à Paris, cette classification des laxités antérieures chroniques que ses élèves utilisent encore dans leur pratique quotidienne. Il y définissait la place des ostéotomies, d'une part dans la préarthrose et d'autre part dans les séquelles de laxité antéro-postéro-externe. C'est Pascal Boileau qui, lors des journées de 1991, a rapporté la série des ostéotomies tibiales de vagisation associées à la reconstruction du LCA. Cette série, publiée en 1994, a notamment mis l'accent sur le lien direct entre pente tibiale et translation tibiale antérieure, comme vous le montre ce diagramme de 1991. La diminution de la pente tibiale observée en particulier sur les clichés en appui monopodal de profil dans les ostéotomies de fermeture pratiquées à l'époque s'accompagnait d'une diminution de la translation tibiale antérieure. Cette découverte fortuite a été à l'origine de nombreux travaux ultérieurs. Henri Dejour a publié ce concept d'abord en allemand dans le livre de Hans-Ulrich Staubli et Rolly Jacob, puis les superbes travaux de Michel Bonin ont été ajoutés dans la version anglaise en 1992 et le livre de Freddy Fu, Chris Arner et Kelly Vince en 1994. Pendant ce temps, les techniques évoluaient. La reconstruction du LCA sous arthroscopie était adoptée et parfaitement maîtrisée par Bernard Moyen et Pierre Chambat. Pierre Chambat utilisait la technique out-in, tandis que Bernard Moyen utilisait la technique in-out. Cette avancée leur a permis d'opérer avec le succès que vous connaissez, les footballeurs pour l'un, les skieurs pour l'autre. À la fin des années 90, 3 thèses remarquables ont rapporté les résultats à 10 ans du KGL d'Henri Dejour, du Mackin-Jones de Jean-Luc Lerat et de la technique de reconstruction du LCA sous arthroscopie avec ténodèse externe de Pierre Chambat. Si chacun voyait une supériorité à cette technique, les résultats se sont avérés identiques, de même que les conclusions des 3 thèses. Retenons ces chiffres qui sont le fruit de cette mini-méta-analyse. À 10 ans, le pourcentage de grade C et D de pincement articulaire fémorotibial interne radiologique observé selon la classification IKDC est de 10% si le ménisque interne est sain ou suturé lors de l'intervention, 20% en cas de ménisectomie interne partielle, 30% en cas de ménisectomie interne subtotale et 60% en cas de ménisectomie interne préalable à la reconstruction du ligament croisé antérieur. Le besoin de quantifier de manière objective avant et après la reconstruction du LCA s'est accompagné du développement de différents systèmes de mesure. Le KT1000 puis le KT2000, le rollimetteur ou plus tard le GNRB mesurait une translation tibiale antérieure globale. Le TELOS, le Lachmann radiologique passif ou actif et désormais le Porto Device ont permis de mesurer la translation tibiale antérieure respective des compartiments internes et externes. Mesurer la translation dans les 2 compartiments permet de définir la rotation. Grâce à ces mesures, Lerat et Moyen ont proposé une nouvelle classification des laxités antérieures publiée en 2000. L'analyse des laxités résiduelles a permis d'objectiver les insuffisances de la reconstruction isolée du LCA,
retrouvés dans 10 à 30% des cas dans les publications. Les résultats insuffisants s'expliquent par la technique, le positionnement trop vertical de la greffe, souvent observé dans la technique transtibiale, en est l'illustration, mais aussi par la couverture insuffisante des sites d'insertion du LCA, en particulier au fémur. Une mesure palliative pour obtenir une couverture de plus de 70% du site d'insertion fémorale proposée fut la technique à 2 faisceaux que Freddy Fou a très largement popularisée. Le taux d'échec de reconstruction du LCA était de moins de 10% en cas de KJL. Globalement, l'école lyonnaise ne voyait pas la nécessité de modifier drastiquement la technique que nous avions utilisée depuis 30 ans. Ce schéma de 2004 illustrait le meilleur contrôle de la rotation tibiale interne par la plastie additionnelle antéro-externe que par la reconstruction du faisceau postéro-latéral. Nos résultats présentés lors du SILQD Group de 2004 en Sardaigne se heurtaient à la conférence de consensus rapportée par Arthur Pearl et John Bergfeld, ce dernier nous ayant fait parvenir le rapport suivant. Un consensus de l'AOSSM depuis 1992 qui avait unanimement limité les indications de la plastie externe. Pour nos homologues américains, la ténodèse externe était le plus souvent inutile et nous avions un train de retard. Pourtant, nos résultats se confirmaient. Jérôme Pernin et Peter Verdonk effectuaient en 2006 un remarquable travail pour analyser les résultats observés chez 100 des 251 patients de la série rapportée plus de 20 ans auparavant par Henri Dejour et Gilles Walsh et 100 des 148 patients revus par Tariq Haïti Selmi à 11 ans de recul. Leur article fut publié en 2010 dans l'AJSM. Parallèlement, nos indications de la ténodèse antéro-externe additionnelle se précisaient, à savoir un ressaut explosif, la pratique de sports de pivot et de contact, le retour précoce aux activités sportives, les patients de moins de 22 ans, surtout s'il s'agit de filles, patients pour lesquels les échecs de reconstruction isolée du LCA sont plus fréquents. La chirurgie de reprise du LCA. Ce sujet avait été particulièrement bien étudié lors du symposium de la SFA en 2007, dirigé par Philippe Colombet. Christophe Trojani avait par la suite rapporté l'intérêt de la ténodèse externe dans les reprises en 2011 dans le KSSTA. Lors de la réalisation de PTG, après avoir luxé le tibia en avant, nous avions voulu prélever le ménisque externe pour évaluer s'il pouvait être utilisé comme allogreffe. Il s'est avéré que prélever la totalité du ménisque externe conduisait à couper des structures antéro-externes. Ces structures étaient très tendues lors de la luxation antérieure du tibia. Elles ressemblaient à un ligament. Les études de Jean-Philippe Vincent ont confirmé qu'il s'agissait bien d'un ligament à la partie antéro-latérale du genou. Il avait des insertions et une direction proche de la plastie antéro-externe de Lemaire, un peu comme le LCA, mais à la partie externe du genou. Ce ligament est rarement rompu, comme dans la fracture de second. Il ne s'agit pas de reconstruire une structure anatomique dont le rôle biomécanique n'a jamais été bien défini. L'école lyonnaise a proposé depuis Henri Dejour, il y a presque 50 ans, une ténodèse externe pour protéger la plastie intra-articulaire, pour pallier les insuffisances de la reconstruction ou encore compenser les facteurs favorisants qui avaient conduit à la rupture. Fort heureusement, le superbe article publié par Andy Williams, rappelant le conte des nouveaux habits de l'empereur, est venu tempérer un éditorial polémique, inexact et biaisé de Jim Lubovitch dans le journal d'arthroscopie. C'est ainsi le hasard qui a conduit le docteur Vincent à s'intéresser à la réalité du ligament antérolatéral dont nos anciens avaient déjà fait état. Toujours intéressé par le point d'angle postéro-interne, l'école lyonnaise a continué dans les années 2010 à travailler sur les lésions périphériques du ménisque interne dites ramp lesions. Suspectées en cas de laxité antérieure évoluée, lorsque le signe de la vague ou le tiroir antérieur sont présents, elles sont rarement diagnostiquées par l'IRM. Le docteur Pelletier nous a montré qu'introduire l'arthroscope à travers l'échancrure
ou par un abord postéro-interne permettait d'en faire le diagnostic. Mathieu Tonat, Jean-Marie Fayard et l'équipe de Santi ont proposé une classification des ramp lesions. La reconstruction du ligament croisé antérieur est devenue de plus en plus fréquente et par conséquent les reprises aussi. Le mauvais positionnement, en particulier fémoral, expliquait pratiquement la moitié des échecs. Bob Magnusson a publié en 2012 une classification à partir du scanner avec des reconstructions 3D du positionnement du tunnel fémoral. Puis en 2017, Olivier Reynaud, utilisant ce même protocole, a rapporté dans International Orthopedics qu'un positionnement fémoral dans un service pourtant spécialisé en chirurgie du genou n'était optimal que dans 70% des cas. Petite parenthèse, dans les années 10, Guillaume Demet a aussi publié 2 excellents articles rapportant les résultats des PTG sur laxité chronique antérieure non opérée dans International Orthopedics, mais aussi pour arthrose après laxité antérieure chronique opérée dans The Knee. Sur cette présentation simplifiée, on peut comprendre les principales indications des lésions dégénératives du genou associées à une absence de ligament croisé antérieur, en particulier la place de l'intervention combinant reconstruction du LCA et OTV, l'association uni et reconstruction du LCA ou encore de la prothèse totale du genou. Cette diapositive est un peu dense, mais elle permet de mieux comprendre les indications. Il y a 3 portes d'entrée. La sévérité de l'arthrose, de la préarthrose à l'arthrose sévère, l'âge du patient, le caractère localisé à un compartiment du genou versus l'arthrose globale. On peut ainsi placer les différentes options thérapeutiques que nous avions listées. En présence d'une ménisectomie préalable, mais sans pincement articulaire, on peut proposer une greffe du LCA associée à l'EMER. Nous savons depuis les années 80 que dans cette situation, la plastie isolée de l'EMER donne de moins bons résultats. Une possibilité est la greffe du LCA associée à une allogreffe méniscale. En cas de préarthrose fémorotibiale interne, associer une ostéotomie permet d'étendre les indications de reconstruction ligamentaire. Chez un patient plus âgé, de 50 à 55 ans, qui présente un pincement fémorotibial complet, la greffe du LCA rend possible l'indication de prothèse unicompartimentale. Nous ne recommandons pas l'uni isolé sans un LCA compétent. L'option alternative, en cas d'arthrose avérée avec un genou instable et un déséquilibre frontal, est l'association d'une ostéotomie associée ou non à une plastie de l'EMER. Chez le patient plus âgé, qui présente une arthrose diffuse et dont les ambitions sportives sont limitées, la prothèse du genou représente la meilleure option. Ainsi, de génération en génération, la tradition lyonnaise en chirurgie du genou se poursuit, se perpétue. Tariq Aitsi-Selmi avait initié une étude prospective randomisée en 98-99 pour mieux comprendre le rôle de la ténodèse extra-articulaire additionnelle. Il avait inclus les patients présentant une laxité antérieure chronique. 60 patients avaient eu une reconstruction isolée du LCA consistant en une greffe au tendon rotulien. Seulement 4 patients avaient eu une ménisectomie interne préalable. 60 autres patients avaient eu une greffe au tendon rotulien associée à une augmentation extra-articulaire par le gracilis. Aucun patient n'avait eu une ménisectomie interne préalable. À 2 et 5 ans, il avait constaté un meilleur contrôle de la translation tibiale antérieure du plateau tibial externe dans le groupe avec plastie externe additionnelle. L'évaluation globale, IKDC, était similaire dans les 2 groupes à l'exception du testing musculaire en faveur de l'intervention combinée. Marion Castoldi, dans le service d'Elvire Servien et de Sébastien Lustig, a rapporté les résultats à 19 ans de recul de cette série. Ce travail a obtenu en 2021 le prestigieux prix Houston, délivré par l'AOSSN. Un autre exemple de la continuité de l'école est une meilleure compréhension
des indications de l'intervention combinée. Cette nouvelle série, étudiée par Nicolas Bonin, incluait seulement des patients avec préarthrose fémorotibiale interne et non plus les laxités antéro-postéro-externes, et seulement des ostéotomies par ouverture interne associées à une reconstruction du LCA. Nicolas Bonin a étudié les résultats à 10 ans de recul et observe que dans un tiers des cas, les patients avaient repris des activités sportives. Les élèves d'autrefois sont devenus les leaders d'aujourd'hui. Ils se sont imposés dans leurs cliniques respectives, créant des groupes et ont appliqué les principes de l'école. Ils publient, participent aux travaux de la LISKS, à ses congrès et à ses webinars comme Laurent Buisson et Alban Pinaroli. David Dejour et Guillaume Demey ont rapporté récemment leur expérience de la correction de la pente tibiale. À la suite de Gérard Gacon, André Ferreira et Jérémy Cognot se sont penchés sur des techniques alternatives de reconstruction du LCA. Enfin, je terminerai par rééducation du LCA et école lyonnaise. Les orthopédistes lyonnais ont toujours accordé une place très importante à la rééducation. Cela remonte à Amédée Bonnet qui fut au XIXe siècle le promoteur de la mobilisation articulaire précoce. Jean-Luc Lerat, dès 1979, propose une fixation de la greffe par des fils métalliques appuyés sur des vis. Grâce à cette fixation solide, il abandonne l'immobilisation plâtrée et autorise l'appui précoce. Pierre Chambat, devenu le chirurgien du ski, s'est aussi beaucoup impliqué dans la rééducation, d'abord avec le docteur Rigal, puis avec Bénédicte Quellard et Olivier Rachet, qui exerçaient au centre d'Hauteville. Il prône un temps la rééducation en flexion, puis s'intéresse, dès 2010, aux facteurs qui ralentissent la rééducation. Ses travaux sont poursuivis à Santi. Depuis, Bertrand Sonricotet a publié de nombreux articles sur l'inhibition motrice articulaire. De cette présentation, retenons, il n'y a pas une, mais des laxités antérieures chroniques. Le traitement des laxités antérieures chroniques ne saurait se résumer à la seule reconstruction du LCA. Ainsi, la LISKS est une véritable école qui n'est pas simplement la conjugaison des énergies de chirurgiens du public et du privé, mais un état d'esprit plus fort que les individualités. C'est un lieu de transmission où l'on apprend des autres et où on apprend aux autres. Vincent Villa nomme ce phénomène le cerveau collectif. Les idées émergent des colloques ou à l'occasion des journées du genou qui ont toujours rythmé la vie de l'école, là où chacun peut discuter, proposer et remettre en question une doctrine. Cependant, point essentiel, les nouvelles orientations ont toujours été prises à la suite de l'analyse honnête et sans concession de nos résultats. C'est ainsi que nous n'avons guère cédé aux modes éphémères. Puisse cet état d'esprit traverser les générations. Ces 7 décennies, grâce aux figures historiques et charismatiques que nous avons citées, nous ont permis de partager notre expérience dans la prise en charge des laxités antérieures chroniques. Les plus jeunes ont toujours été les ambassadeurs de l'école à l'étranger. Ils ont rapporté de nouvelles techniques. L'accueil de fellows ou collègues nous a permis d'actualiser nos pratiques. Il s'agit bien du travail d'une équipe dont vous voyez ici les figures les plus marquantes. En cette année 2024, nous avons vu partir avec une immense tristesse le docteur Pierre Chambat, dont le nom restera à jamais associé au ligament croisé antérieur. Les docteurs Villa, Jean-Marie Fayard et moi, nous vous remercions d'avoir suivi cette conférence historique sur la contribution de la LISKS à la chirurgie du LCA.